RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce téléjournal. Mais avant tout, voici les grandes lignes de votre journal. La ville de Kinshasa a accueilli ce mardi la 16e réunion du Conseil des ministres et du commerce des pays membres de la zone de libre-échange continentale africaine. Le gouvernement congolais, qui se félicite de la tenue de cette rencontre, affirme haut et fort à ses partenaires que la RDC est un pays fréquentable. Le gouvernement congolais rejette en bloc l'idée du fédéralisme tel que soulevé par Olivier Kamitatou, acteur politique de l'opposition. Patrick Mouyaya et Daniel Nkoko Samba estiment que cette question ne peut même pas être évoquée pendant cette période de guerre. Ils l'ont dit devant la presse au cours d'un briefing spécial. Vous les entendrez dans ce journal. Proclamée depuis 2019 par l'UNESCO, la Journée mondiale de l'art est célébrée ce 15 avril. Cette édition interpelle les nations à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société en laissant la place à la diversité des expressions culturelles. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. Pour commencer, sachez que le Conseil des ministres du commerce et des pays membres de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, a tenu sa 16e réunion ce mardi 15 avril à Kinshasa. Pour le gouvernement congolais, le fait que cette grande rencontre se tienne à Kinshasa prouve à suffisance que la RDC est un pays fréquentable et surtout en matière des échanges commerciaux. Cette réunion de Kinshasa marque ainsi un tournant décisif dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Suivez à cet effet l'intervention du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de cet événement économique dans cet extrait choisi pour vous par Elvis Sebama. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que la République démocratique du Congo, terre d'hospitalité au cœur de notre continent, accueille aujourd'hui, pour la première fois depuis son adhésion à la ZLECAf en 2018, le Conseil des ministres en charge du commerce. Mesdames et messieurs, l'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en leviers de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Puis la première ministre Judith Suminwa a ouvert ce mardi les dialogues nationaux sur la gouvernance minière dans le contexte des conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les détails dans ce commentaire signé André Ikoma.
Identifier le lien systématique entre l'exploitation minière illégale et les conflits armés dans les zones affectées. Tel est l'objectif de ces assises qui réunit les acteurs miniers congolais qui vont devoir réfléchir pendant 3 jours sur cette question cruciale. Un engagement de la société civile aligné sur la vision du gouvernement souminois. Dans son intervention, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a relevé l'importance de ces assises. Je le dis avec gravité et espoir. L'avenir de notre secteur minier ne peut plus se jouer à huis clos, ni dans l'indifférence face aux souffrances qu'il engendre ou exacerbe, notamment dans l'est de notre pays, où les conflits orchestrés par le Rwanda et ses supplétifs, le M23, ces conflits liés à l'exploitation des ressources continuent de faire trop de victimes et de ravager nos communautés. Ce dialogue national marque un tournant. Il constitue une réponse collective à un impératif historique. Pour sa part, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a salué cette initiative du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, tout en indiquant que ceci répond à la volonté du président Félix Tshisekedi. Votre initiative en ce temps de guerre, d'occupation à l'est de notre pays, menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC, et de douleur pour notre nation, face aux conséquences négatives de cette occupation, et face aussi, parce qu'il faut le souligner, aux dernières catastrophes naturelles à la suite des dernières intempéries, est un acte de patriotisme et de courage. Elle honore le combat collectif que nous devons mener ensemble pour transformer nos ressources naturelles, longtemps source de conflits et de prédation, en un véritable socle de paix, de cohésion nationale et de développement partagé. Pour la chef du gouvernement, les conclusions issues de ces dialogues seront analysées avec la plus grande attention au niveau de l'exécutif national. Et dans le même chapitre, malgré le contexte de guerre, d'agression imposée au pays, le gouvernement assure la stabilité du cadre macroéconomique à travers celle du taux d'échange obtenu grâce à la meilleure condition entre institutions économiques. Ces précisions ont été données par le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Nkoko-Samba, au cours du briefing presse qu'il a co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, sur le thème évolution de la conjoncture économique et efforts déployés en temps de guerre pour la stabilité économique et protection du pouvoir d'achat en RDC. Reportage Jacques Moulouba. Au cours de cet exercice de redevabilité, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Nkoko-Samba, et le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, ont expliqué aux professionnels de médias les efforts déployés par le gouvernement pendant cette période d'agression du pays pour maintenir la stabilité économique et protéger le pouvoir d'achat de la population. Pour le patron de l'économie nationale, cette prouesse est due à une meilleure coordination entre institutions économiques. La stabilité peut s'observer sur le terrain avec le taux d'échange des principales devises étrangères. La particularité de ce que le gouvernement et les autres intervenants dans la gestion macroéconomique, c'est-à-dire la Banque centrale et les régies financières et les autres, la particularité donc de ce qui a été fait, c'est une meilleure coordination. Ces derniers mois, depuis le mois de novembre de l'année passée, la Banque centrale fait un effort extraordinaire pour soutenir le franc congolais, pour maintenir donc la stabilité du taux de change, en intervenant sur le marché de manière régulière. Et l'intervention de la Banque centrale, comme vous le savez, prend la forme de vente de titres, les fameux bons BCC. Il a aussi évoqué d'autres avantages gangrénés grâce à cette stabilité du cadre macroéconomique, dont la révision à la baisse pour la première fois des prix du carburant, la baisse du prix des principales denrées alimentaires, l'augmentation de la production du maïs. Début octobre de l'année passée, nous avons fait le pari de baisser le prix du carburant. Je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup, on va dire quoi, de pessimisme dans l'opinion, comme vous le remarquez.
Il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie, je répète encore, il n'y a pas de pénurie. Il y a suffisamment de stocks de produits pétroliers. Les sociétés pétrolières disposent aujourd'hui d'une bonne trésorerie qui leur permet d'importer régulièrement les produits et de le vendre. D'ailleurs, nous avions baissé les prix d'une moyenne de 13%. Eh bien, tenez-vous bien, la consommation de produits pétroliers a tout simplement explosé. Dans le mois qui avait suivi la baisse de prix, la consommation avait augmenté d'à peu près 33%. Aujourd'hui, nous avons des taux d'augmentation qui frôlent les 50%. S'agissant du maïs, produit tant prisé dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï, la mesure qui revenait il y a peu à 8 000 francs congolais en Bujumaï est proposée à ce jour à 2 800 francs, voire 2 500. Deux raisons expliquent cette baisse de prix, a-t-il affirmé, à savoir l'augmentation de la production locale à travers l'espace Grand Kasaï et les facilités accordées aux importateurs. Réagissant à une question des journalistes sur la problématique du fédéralisme soulevée par l'opposant congolais Olivier Kamitat au cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et le ministre de l'Économie nationale Daniel Nkoko-Samba estiment que cette question est malsaine et indécente pendant cette période d'agression. Suivez-les tour à tour au micro d'André Ikoma. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre pour vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Le moment est un peu suspect de parler de fédéralisme alors que la bataille qui vaut la peine pour le moment, c'est la bataille de la restauration de l'intégrité du territoire national. Mais l'auteur de cette idée, M. Olivier Kamitatou, est dans le pays aujourd'hui la personne qui a la meilleure connaissance de ce débat, parce qu'il fut président de l'Assemblée nationale du Parlement de transition, qui avait eu justement à rédiger la Constitution. Je lui suggérerai un jour, quand il pensera rédiger ses mémoires, peut-être de rendre public, de nous retracer, de nous replonger dans cette salle où se tenait ce débat, dans les pour et les contre et les arguments qui ont poussé le constituant à nous produire la Constitution que nous avons aujourd'hui, qui prône un gouvernement, un État unitaire et largement décentralisé. Et tout à fait autre chose à présent. En séjour au Burundi, la délégation des députés nationaux de la RDC Médecins des Carrières a procédé aux consultations médicales bénévoles des Congolais réfugiés dans ce pays voisin. 2 sites ont été passés au peigne fin par ces élus du peuple. Il s'agit notamment du site Sibitoke et des Sicheméné. Des maladies comme le paludisme, l'infection urinaire, l'hypertension, la dermatose et la malnutrition ont été identifiées dans ces sites. Ajouté à ces pathologies, des consultations pédiatriques, prénatales et gynécologiques.
Les étapes administratives terminées, la délégation des députés nationaux venus de la République démocratique du Congo ont enfin pu mettre leur blouse blanche le vendredi 11 avril pour l'étape tant attendue, les consultations médicales bénévoles de réfugiés. Parcourant les 64,3 km qui séparent Bujumbura, capitale du Burundi, à Cibitoke, l'une des provinces de ce pays, la délégation des députés nationaux congolais, accompagnée du député burundais Rémi Barampama, marque un premier arrêt au gouvernorat de cette province pour de civilité. À seulement 500 mètres du gouvernorat, le site de transit de Cibitoke Centre se dresse là, quelque peu vidé de sa population suite au transfert de déplacés qui s'est fait progressivement. Sur le visage de ceux qui restent de réfugiés de ce site, l'on peut aisément lire la souffrance et la faim. Dans le bâche aménagé par le Haut Commissariat de réfugiés, des nourrissons à peine étendus sur des linges. Dans la cour, une poignée de haricots bous sans épices apparentes, symbole de la précarité dans ce site de transit qui d'ailleurs est sur le point d'être vidé. Le récit de premier jour dans ces sites livrés par le chef du camp évoque la fraternité remarquable des peuples burundais envers cette population en détresse. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Ruganda, un autre site de transit, c'est lui de Chichemere, plus ancien, plus grand et peu peuplé. Les familles accourent à l'arrivée des députés nationaux. Bienvenue à nos visiteurs revenus de notre lointain pays, le Congo, pouvait-on entendre en swahili, heureux d'avoir retrouvé les leurs. Après les présentations d'usage et l'évocation de problèmes liés à la vie dans le site, les consultations commencent. Un important lot de médicaments et kits médicaux dans du bureau de la chambre basse du Parlement en main, stéthoscope autour du cou, des blouses blanches vêtues, ces élus médecins n'ont rien oublié de pratiques médicales. Rapidement, les foules s'amassent, les fils gonflent. Paludisme, malnutrition, infection urinaire, hypertension, dermatose, consultation prénatale et gynécologique ici, consultation pédiatrique là-bas, ces députés nationaux ont posé des actes médicaux gratuitement envers le Congolais souffrant de maladies chroniques, motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Affligés par les conditions médicales des femmes en général et l'état psychologique de celles touchées dans leur chair et utilisées comme arme de guerre pour servir les ambitions expansionnistes de l'agresseur, c'est d'une voix gagnée par la tristesse que s'est exprimée la députée nationale Maneno Riziki. S'entassant dans les hangars, 8 familles dans ceux en bâche et jusqu'à 35 familles pour les hangars en briques, leur souhait le plus ardent reste naturellement le retour de la paix à l'Est congolais afin de regagner leurs terres. Des retours au pays pour signaler que la société civile Force Vive Antenne de Luboutou dans la province du Maniema alerte sur la situation humanitaire catastrophique dans cette entité. Plus de 43 000 déplacés et enfouis. Les combats entre l'armée et les rebelles de l'AFC M23 dans la région de Walikale au Nord Kivu ont trouvé refuge à Luboutou. Leur arrivée massive met à rude épreuve les infrastructures locales et exacerbe les défis économiques et sociaux. Commentaire Migi Kabembo. Plus de 43 000 déplacés ayant fui les combats entre l'armée et le rebelle de l'AFC M23 dans la région de Walikale au Nord Kivu ont trouvé refuge dans la province du Maniema. Leur arrivée massive met en rude épreuve les infrastructures locales et exacerbe les défis économiques et sociaux. Selon Mutoro Mumbere, président de la société civile Force Vive du Maniema, coordination territoriale de Luboutou, la vulnérabilité des déplacés nécessite une intervention urgente des autorités provinciales et nationales ainsi que de leurs partenaires. Ces familles, souvent hébergées dans des abris de fortune ou chez des familles d'accueil, manquent de tout, tels que la nourriture, les soins médicaux et les moyens de subsistance. Les structures de santé locales sont débordées et l'augmentation des prix des denrées alimentaires aggrave la situation. Malgré les efforts de lobbying et l'arrivée récente d'organisations telles que le Médecins sans frontières, l'aide reste insuffisante alors que les rebelles du M23 ont quitté Walikale depuis le 2 avril dernier. L'insécurité persiste dans la région. Des affrontements entre factions rivales de milices pro-gouvernementales Ouazalendo ont éclaté récemment, sémant la terreur parmi les habitants et les déplacés. Et puis cette nouvelle, en bref, le gouvernement de la RDC dote le programme national de l'hygiène aux frontières des nouvelles infrastructures pour protéger les pays contre les menaces transfrontalières. Le nouveau bâtiment construit
dans l'enceinte du port maritime international de Matadi a été inauguré le lundi 14 avril 2025 par le gouverneur de province en présence de plusieurs personnalités. Une réalisation qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de surveillance sanitaire. Au point d'entrée, ces nouvelles infrastructures viennent donc faciliter ces services opérant à la frontière afin d'assurer dans les bonnes conditions ces tâches visant notamment à lutter contre les risques sanitaires et la propagation des maladies aux frontières par le renforcement des mesures d'hygiène construit sur financement du gouvernement de la République et la Banque mondiale sous la supervision bien sûr de l'Organisation mondiale pour les migrations. Ce nouveau bâtiment comprend plusieurs compartiments dont des bureaux, des salles de réunion, des dépôts, des laboratoires et des salles d'isolement pour les cas humains et animaux. Et dans la province du Kasaï, 8 présumés bandits, dont 8 femmes, et 3 femmes plutôt, sont tombées dans les filets de la police nationale congolaise à Kikananga. Ils ont été appréhendés dans la commune de Ndesha et Ngaza. Ces malfrats ont commis plusieurs infractions, dont le cambriolage du cabinet du bâtonnier Dominique Kambala, ainsi que les 3 motos appartenant aux paisibles citoyens. Le commandant Samimbala, qui les a présentés à la population lundi, a invité la population à plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspect. Suivez-les au micro de Solène Toumba. La police est en train de faire la redevabilité de ces opérations. Nous avons appréhendé ces voleurs qui ont détruit les bureaux de l'ex-bâtonnier. Et ils ont emporté les ordinateurs, tout le bien, y compris même les dossiers, tous les dossiers des clients des bâtonniers Kambala pour bien dire, parce que dans le cabinet, vous savez qu'il y a beaucoup d'avocats. Ils ont pris tout, ils sont allés vendre ça. Raison pour laquelle, lorsque nous étions saisis, nous avons mis toutes les batteries en marche. Raison pour laquelle nous avons appréhendé les voleurs qui voici. Ici, il y a ceux-là qui ont volé des motos. Ils sont allés vendre ça en Gaza. Effectivement, nous avons même arrêté leur salaire, y compris les voleurs. Si vous voyez ici, il y a la moto, il y a donc des motos, parce qu'il y a 3 motos volées que nous avons récupérées. L'autre déjà dépiécé par les bandits. Dieu merci, nous avons récupéré toutes ces motos. Non, la police, vous savez que chaque fois qu'on arrête des voleurs, nous avons le devoir de faire la redevabilité. Raison pour laquelle vous, les journalistes, vous devez dire même à la population, à celle-là que vous venez de dire, qu'ils disent que la police ne fait rien, nous vous disons que la police pose des actes palpables. Vous avez vu, la fois passée, nous avons présenté à son excellence, monsieur le gouverneur, 2e groupe de voleurs. Et aujourd'hui, nous vous représentons encore 3e groupe. Nous continuons toujours. Ils sont nombreux. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur retranchement. Bureau bâtonnier, cabinet bâtonnier, basu ordinateur moko, basu 14 chaises, basu rideau. Oyo baké ko texte la XX mutango toyebi boyebi bien. Aza reconnu na ville Kananga. Tant que vous soyez, vous avez sabino. Ma texte ordinateur à 80 000 francs. Basu ba dossier, il y a un avocat, un client à bâtonnier, à Kenao. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga où le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashibantambo a procédé le lundi à l'installation officielle du tout premier bourgmestre de la commune de Kambove et son adjoint. Il s'agit de Henri Kakongwe Ngoye et Moussouba Moulumboa Delvo qui ont reçu la lourde mission de diriger cette commune. Une cérémonie qui a marqué une étape historique dans le processus de décentralisation administrative de cette entité récemment érigée dans la province du Haut-Katanga. Je vous le disais au sommaire, le 15 avril de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'art.
En cette édition 2025, l'UNESCO, qui a proclamé cet événement depuis 2019, motive les nations à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société en promouvant la diversité des expressions culturelles. Suzy Kibira Omari pour plus de détails. De l'art se célèbre le 15 avril de chaque année en mémoire de la naissance de Léonard de Vinci, proclamé par l'UNESCO en 2019. Elle vise, cette célébration, à sensibiliser à l'importance de l'art, à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société, tout en promouvant la diversité, les expressions culturelles. C'est lors de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO en novembre 2019 qu'a été officiellement proclamée la Journée mondiale de l'art en date du 15 avril. Une reconnaissance qui marque l'aboutissement d'une initiative lancée de 2012 par l'Association internationale des arts plastiques, IAA, partenaire de l'UNESCO. L'humanité rend ainsi hommage à Léonard de Vinci, ce génie universel qui incarne parfaitement la fusion entre art et science. Peintre, sculpteur, architecte, mais aussi ingénieur et anatomiste, Léonard de Vinci symbolise l'esprit créatif sans frontières que cette journée cherche à promouvoir. Son héritage multidisciplinaire résonne particulièrement avec les beaux-arts contemporains où les artistes explorent de plus en plus les connexions entre différentes formes d'expression. Cet événement rappelle également l'importance historique de la transmission des savoirs artistiques, du partage des connaissances et de l'encouragement de la curiosité, valeur chère à l'artiste florentin qui continue d'inspirer les créateurs du monde. En cette édition 2025, les amoureux de l'art sont appelés à encourager la pratique artistique pour tout le monde ainsi que sa diffusion. L'événement vise à nourrir la créativité, stimuler l'innovation culturelle et le partage des connaissances entre les peuples, jouant ainsi un rôle de paix et de stabilité dans le monde. Revenons dans la province du Haut-Katanga pour signaler que le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashiba Ntambo, a procédé le lundi à l'installation officielle du tout premier bourgmestre de la commune de Kambove et son adjoint. Il s'agit de Henri Kakongwe Ngoye et Moussouba Moulumboa Delvo qui ont reçu la lourde mission de diriger cette commune. Images et commentaires. La cérémonie a débuté par la lecture officielle de l'arrêté de cette nomination faite par le secrétaire administratif de la commune, Mouyele Moufumbo Fui, qui assurait jusqu'ici l'intérim à la tête de cette entité. Après cette lecture, le ministre provincial a symboliquement remis au nouveau bourgmestre le sceau et la clé du bureau, lui conférant ainsi l'autorité administrative. Il s'en est suivi un rappel des principes de bonne gouvernance et de collaboration, exhortant le bourgmestre et l'administrateur du territoire de Kambove à œuvrer dans l'unité et la complémentarité pour une gestion efficace et apaisée. Dans son allocution, le nouveau bourgmestre a salué la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que la confiance placée en lui par les autorités nationales. Il a ainsi lancé un appel à la population et aux partenaires locaux à s'impliquer dans la construction d'une commune forte, solidaire et bien gouvernée. Qu'il me soit permis, ce jour historique de notre installation, en qualité de tout premier bourgmestre de la commune de Kambove, de vous remercier pour votre présence à cette cérémonie. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté d'être parmi nous. Aux membres du Conseil de sécurité et plus particulièrement l'administrateur des territoires ici présent, je vous exhorte à nous accompagner et de travailler en étroite collaboration pour que nous puissions mener à bien la gestion de la commune. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités locales, notamment l'administrateur du territoire de Kambove, le maire de la ville de Likassi, ainsi que quelques bourgmestres venus de Likassi pour témoigner leur soutien à leurs collègues. L'érection de la commune de Kambove et l'installation de ses premiers animateurs s'inscrivent dans les vastes programmes de décentralisation de la RDC visant à rapprocher l'administration
des citoyens et à renforcer la gouvernance locale. Et voici le rappel des titres de cette édition du journal avant de se quitter. La ville de Kinshasa a accueilli ce mardi la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce des pays membres de la zone de libre-échange continentale africaine. Le gouvernement congolais qui se félicite de la tenue de cette rencontre affirme haut et fort à ses partenaires que la RDC est un pays fréquentable. Et puis le gouvernement congolais rejette en bloc l'idée du fédéralisme tel que soulevé par Olivier Kamitatou, acteur politique de l'opposition. Patrick Mouyaya et Daniel Mkoko Samba estiment que cette question ne peut même pas être évoquée pendant cette période de guerre. Ils l'ont dit devant la presse au cours d'un briefing spécial. Vous les avez entendus dans ce journal. Proclamée depuis 2019 par l'UNESCO, la Journée mondiale de l'art est célébrée ce 15 avril. Cette édition interpelle les nations à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société en laissant la place à la diversité des expressions culturelles. Ça n'est complètement terminé pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,